Bonjour Monsieur Renaud Dantec. Bonjour. Donc, enchanté de vous avoir parmi nous. Et vous êtes le porte-parole de CGLU pour les questions climatiques et aussi un conseiller de la ville de Nantes. Et donc on se trouve aujourd'hui à Lima à l'occasion de la 20e conférence des parties de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Et à l'ordre du jour, c'est évidemment l'accord qui doit être négocié pour une possible mise en œuvre, bien sûr, à Paris en 2015. Quelle est votre opinion, votre envie, votre perspective par rapport à ce qui est en train de se négocier aujourd'hui à Lima? Alors, d'abord, Lima, effectivement, est sur la route de Paris et ne dit pas le résultat de Paris. Et je pense que même à l'instant où on parle, on est plutôt dans un moment de tension, de difficulté. Mon rôle avec d'autres, puisque je ne suis pas le seul représentant des réseaux de collectivités dans cette négociation, c'est effectivement qu'on intègre dans les textes de négociation ce rôle absolument central aujourd'hui des gouvernements locaux et régionaux. La difficulté qu'on a, c'est que on voit bien finalement que les États aujourd'hui ont du mal à trouver un accord, donc souhaiteraient qu'on les aide, entre guillemets, par nos propres engagements, et on en a pris, notamment à New York, lors du sommet de Ban Ki-moon, l'initiative du pacte des maires, du Compact of Mayors, était une initiative remarquée où les grandes villes du monde ont aussi pris des engagements ensemble, mais que autant on sent bien que les États ont envie qu'on s'engage sur la réduction des émissions, autant quand nous on leur demande de nous aider à agir, et dans les questions qui sont sur la table, il y a par exemple l'accès des collectivités locales du Sud à la finance climat qui est en négociation ici. Ben là, on voit des États évidemment toujours beaucoup plus prudents et qui prennent beaucoup moins d'engagement. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre entre nos propres engagements et le fait que le texte qui sort à Paris nous aide à agir plus. C'est une négociation, elle est difficile. J'espère néanmoins qu'on y arrivera parce que il est clair aujourd'hui que la négociation sur le changement climatique, elle n'est pas dégagée des zones de négociation. L'année 2015, c'est à la fois à New York les objectifs de développement durable en septembre et c'est donc le climat à Paris en décembre. Et qu'il faut faire un lien fort entre ces deux négociations. Je suis notamment convaincu que c'est aussi la mobilisation financière sur le climat, pour l'adaptation comme pour la mitigation, qui va finalement permettre d'atteindre les objectifs de développement durable qui seront, eux, fléchés à New York en septembre. L'argent pour le développement durable des territoires, il est finalement dans la négociation climat. Et donc, il faut qu'on crée le lien, qu'on crée la dynamique. C'est difficile. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne sait exactement quel sera le niveau d'ambition à Paris. On voit bien que les engagements des États en termes de réduction d'émissions ne sont pas suffisants pour rester sous l'augmentation de température de 2 degrés. Ça, c'était évident. Il y a un fossé. Pour combler ce fossé, finalement, il y a les engagements, les capacités d'action des collectivités, des entreprises, des citoyens. Donc, il faut raconter l'histoire commune. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de savoir quelle sera cette histoire commune, mais en tout cas, on reste mobilisé. Alors, bon, les différents points que vous avez abordés, bien évidemment, sont au cœur du débat et effectivement, le lien avec les EDD et tout ce qui se passe dans le processus de l'agenda post-2015 aussi pour le développement durable, bien évidemment, il faut les reconnecter et vous avez tout à fait raison. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous témoigner un petit peu aussi des différentes initiatives qui ont déjà été mises en place par les villes, parce que les villes, il y a un gros patrimoine, vous l'avez dit, elles veulent s'engager, mais elles se sont déjà engagées, et j'ai presque envie de dire, elles témoignent déjà d'une capacité à la fois à la conception, à la mise en place de notre plan stratégique, mais deuxièmement, à la mise en œuvre très concrète de projets. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous donner quelques exemples, témoignages de cette dynamique qui existe déjà et qui, bien évidemment, attend peut-être un autre cadre pour être démultipliée? Alors, on a quand même aujourd'hui l'exemple d'un certain nombre de villes, plutôt de villes du Nord, de villes européennes, qui ont des stratégies climat très ambitieuses. Copenhague est une ville qui vise la neutralité carbone dans quelques années. La ville de Nantes, que je connais bien pour en avoir été le vice-président en charge du climat pendant une dizaine d'années, aujourd'hui a un plan climat qui devrait permettre d'atteindre le moins 50% d'émissions en 2030. Donc quelque chose de cohérent par rapport aux objectifs que nous fixe le GIEC, la communauté scientifique. Je pense qu'il se passe aussi des choses dans les villes du Sud. On est ici à Lima, il y a à Lima un système de bus en site propre, qui n'est pas très différent finalement de celui qu'on a à Nantes ou à Dar es Salaam, où il est en train de se mettre en place. Donc on voit qu'on a des initiatives aussi dans des villes du Sud, mais c'est des enjeux de financement énormes.
Il faut absolument qu'effectivement la finance climat demain, le fonds vert, les fonds d'adaptation, soient au service de ce développement. Il faut financer le transport public urbain, par exemple, qui est un enjeu majeur pour éviter la thrombose des villes du Sud par l'automobile et des pollutions atmosphériques tout à fait catastrophiques. Mais comment va se faire le lien? Je crois que c'est vraiment la question qui est sur la table, qui n'est pas aujourd'hui encore calée. Donc nous, on est là pour à la fois mettre en scène les initiatives réussies, mais surtout, encore plus, pour expliquer aux négociateurs que s'ils ne réussissent pas à créer les mécanismes pour aider ceux qui font, alors on ne tiendra pas les objectifs. C'est d'autant plus clair que pour nos éditeurs, on peut rappeler que les villes, c'est quand même 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est une petite tâche terrestre et qui correspond aussi à peu près à 40-50%. Peut-être maintenant un petit clin d'œil à la francophonie, puisque là on s'exprime en français, on est dans une instance onusienne où bien évidemment le français fait partie des langues officielles, mais il y a aussi la francophonie qui est présente, qui est ici active régulièrement d'ailleurs dans toutes les négociations et même dans le processus de Rio+20 ou autre. Bien sûr elle est là avec des guides, de la pédagogie. Aujourd'hui on est dans une concertation ministérielle. Comment vous voyez-vous le rôle, cette contribution de l'espace francophone à ce processus, bien évidemment au regard des pays francophones, et quel pourrait être demain le rôle de cette francophonie, sachant quand même, petit clin d'œil historique, que, sans parler parce qu'on est francophone, mais qu'on va quand même avoir une COP à Paris, dans un pays francophone, et que la COP d'après, la 22, sera aussi au Maroc, qui est un pays assez engagé et particulièrement moteur, et qui là aussi va être dans un espace francophone. Donc, comment vous voyez cette francophonie aujourd'hui et demain sur ces questions que vous avez évoquées? Bon, d'abord, ce qu'on est obligé de constater, c'est que la négociation se fait en anglais. Ça, je crois quand même que ça, c'est un fait. On est aujourd'hui dans un pays hispanisant. La négociation se fait pas pour autant en espagnol. Donc, c'est bien l'anglais qui est la langue de la négociation et qui donc marginalise aussi un petit peu ceux qui ne maîtrisent pas totalement la langue de Shakespeare. Donc ça, c'est une difficulté. On n'est pas dans un équilibre des grandes langues onusiennes, et là je pense que c'est un combat que la francophonie doit continuer de mener pour rééquilibrer l'usage des langues dans l'enceinte onusienne. Il pourrait très bien y avoir des réunions en français, des réunions en anglais, des réunions en espagnol, et puis les négociateurs doivent pratiquer 2-3 langues. Ça devrait être la logique. Aujourd'hui, dès qu'il n'y a pas de traduction, tout le monde parle en anglais ou angloviche. Mais au-delà de ça, moi mon sentiment, c'est que quand même l'espace francophone est peut-être plus porteur de régulation que d'autres. Je pense que l'approche francophone, effectivement, est une approche où la question de l'action publique est posée différemment que dans le monde anglo-saxon. Donc moi je crois beaucoup à cette capacité des francophones de mettre sur la table des négociations une vision des choses où l'action publique est forte, et ça joue aussi pour les villes, pour la planification urbaine, dans la maîtrise du développement urbain, alors que le monde anglo-saxon a souvent une autre approche. Si on prend l'exemple du Canada, par exemple, on voit bien que le Québec, donc la partie francophone du Canada, va plus loin sur les questions climatiques que le Canada en général. Donc je trouve qu'il y a effectivement des pays francophones finalement très mobilisés aujourd'hui. La France qui va accueillir la COP, le Québec qui porte très fortement aussi une ambition sur le climat, le Maroc demain. Effectivement, il faut cette dynamique-là. Et donc, je crois beaucoup à l'espace francophone. Il y a des initiatives, il faut renforcer les liens. Tout ce qui est coopération aussi, sud-sud, nord-sud, et j'en avais parlé dans un rapport que m'avait commandé le Premier ministre, doivent être renforcés. Donc, il faut. Je crois beaucoup à cet espace francophone, et je trouve qu'il y a eu quand même un travail important de fait sur les questions de développement durable sous l'égide de la francophonie. Il faut le poursuivre. Tout à fait. Alors peut-être juste aussi un petit clin d'œil aussi, c'est d'autant plus important, et je pense que vous en tant que justement élu, vous en êtes encore plus, j'ai envie de dire, imprégné, peut-être que les gens qui vont nous écouter, c'est de se souvenir aussi qu'on a une grosse partie des pays francophones qui sont des pays en développement, une grosse partie aussi qui font partie des pays les moins avancés. Donc très clairement, l'enjeu de la francophonie aussi, que ce soit au niveau des gouvernements locaux et ou des gouvernements, voire même de l'expertise technique dont vous parlez, bien sûr, j'imagine que vous la soutenez aussi via de la coopération décentralisée. Oui, bien sûr. Ça, il faut bien sûr. Oui, non, mais ça, il faut renforcer. Moi, je pense que le climat, c'est à la fois aujourd'hui un risque. Si on ne répond pas à l'enjeu du changement climatique, on va vers un désastre humain. C'est une évidence absolue. Et ça va être des graves problèmes alimentaires, ça va être certainement des tensions qui vont se traduire en guerre civile ou entre pays. On connaît le scénario
climatique si on n'agit pas. Donc il faut agir. Mais dans cette action, il ne s'agit pas juste de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je crois qu'il y a fondamentalement à imaginer un développement durable, donc un développement des territoires, et ça joue pour les pays les moins avancés. Amener les pays les moins avancés à avoir tout de suite accès à une énergie propre, aux renouvelables, à une énergie décentralisée, c'est un des enjeux de la conférence sur le climat. Simplement, moi, le sentiment que j'ai, c'est que on n'arrive pas, au-delà d'un discours un peu général, à aller sur les mécanismes, notamment financiers, qui permettent cela. Et donc, je crois qu'il faut qu'on reste motivé et mobilisé là-dessus. C'est là que ça se joue, et qu'effectivement, la francophonie doit aussi mettre sur la table des propositions concrètes, précises, des mécanismes financiers, les soutenir. Et c'est ce que, dans mon dialogue avec les ministres africains, c'est moi ce que je défends. Et je pense que là, il y a un intérêt commun entre la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre, ce qui intéresse aussi évidemment l'ensemble des habitants de la planète du Nord comme du Sud, et le développement des pays les moins avancés. Il faut raconter une histoire commune, mais c'est ce que je disais en disant 2015 est une année absolument centrale, les objectifs de développement durable à New York, la négociation climat à Paris, et c'est une histoire commune entre les deux négociations. Peut-être une dernière petite question, mais vous avez déjà partiellement répondu, c'est, imaginons un 2015 réussi, et après, est-ce qu'on peut vous voyez ce que je veux dire? Imaginons, projetons-nous, ce 2015 on y arrive, on se met en œuvre, est-ce que vous pensez qu'on peut réellement, tous ensemble, contribuer à réfléchir cette trajectoire climatique un peu schizophrène, puisque la science nous explique des choses, et la politique négocie sur un autre niveau? Est-ce que vous pensez finalement qu'un 2015 est possible, et le après aussi? Je crois qu'en fait, le seul enjeu de la négociation à Paris en 2015, c'est l'après 2015. C'est que au 1er janvier, on va laisser passer les fêtes. Qu'après les négociations à Paris, au 1er janvier, tous ceux qui ont une capacité à agir, agissent en se disant, si je fais ma part du boulot, si mon voisin fait sa part du boulot, on va atteindre les objectifs. Moi, je crois que on s'est beaucoup battu contre le climato-scepticisme, des gens qui niaient la réalité du réchauffement climatique. Aujourd'hui, les scientifiques sont très clairs, on connaît les origines anthropiques du changement climatique, mais il y a pire peut-être que le climato-scepticisme, c'est le climato-fatalisme. C'est de penser que finalement on n'y peut rien et qu'on va essayer de s'adapter au mieux et que les plus forts survivront. Je crois que ça c'est le pire, et Paris, ça doit être une lutte contre ce climato-fatalisme pour qu'au lendemain de Paris, chaque citoyen, chaque responsable local, chaque responsable national se dise là où je suis, je fais ma part du boulot. Et c'est un monde plus de coopération, une dynamique commune qu'il s'agit aujourd'hui de créer. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci.